Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture du génocide que subit actuellement la bande de Gaza en Palestine occupée. La Gaza, depuis le 7 octobre dernier, les jours passés se ressemblent. Ils sont tous marqués par le sang des civils tombés en martyrs. La barre des 30 000 morts a été largement dépassée. Depuis 75 ans, le destin des Palestiniens est pris au netto par celui par le jeu géopolitique, hégémonique, économique des puissances occidentales. Les États-Unis qui, par leur veto, ont balayé d'un revers de main l'espoir d'un cessez-le-feu, font des annonces spectaculaires. Ces annonces ne changeraient pas grand-chose ou ne changent rien sur la situation sur le terrain où aujourd'hui on sait que les femmes et les enfants sont les premières victimes de ce génocide. Un constat encore plus amer et encore plus amer surtout aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Merci de nous être fidèles pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Madame, Monsieur, ce soir, je serai accompagnée de Badis Renissa, expert des questions internationales. Bonsoir, Monsieur Renissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, Monsieur Renissa, la question peut être un peu naïve va être posée, mais à quel moment la situation que subit actuellement la bande de Gaza sera insoutenable pour les puissances occidentales et pour l'opinion ou pour la communauté internationale? On sait qu'ils sont aujourd'hui motivés par des enjeux géopolitiques et économiques, mais quand sera-t-elle insoutenable pour arrêter ce génocide ou arrêter ce carnage à ciel ouvert? Écoutez, c'est une question très pertinente, mais juste avant cela, si vous me permettez, je profite de cette opportunité pour, en ce jour du 8 mars, présenter mes hommages sincères aux femmes, à la femme du monde, mais surtout en particulier à la femme algérienne et à la femme palestinienne, ces femmes vaillantes qui ont fait effectivement le présent, le passé, le présent, mais surtout le futur de leur pays respectivement, et qui, je pense aujourd'hui, dans cet acte de résilience et de résistance, s'inspirent aussi par les femmes algériennes lors des révolutions, notre révolution glorieuse, pour aujourd'hui, dans un acte de résistance, outrepasser cette épreuve, cette grande épreuve, effectivement, et profiter de la joie de l'indépendance et la joie d'un État palestinien fondé, je dirais, sur les sacrifices que nous sommes en train de malheureusement vivre aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, il me semble qu'il faut d'abord mettre je dirais la géométrie variable, ou je dirais la complaisance, voire même la compassion envers l'entité sioniste du monde occidental versus effectivement aujourd'hui ce que vivent les Palestiniens comme affre d'occupation, d'abord non pas depuis le 7 octobre, mais depuis le 1948, depuis le jour où l'entité sioniste a fait le choix effectivement d'écraser un peuple au détriment justement de son indépendance, de sa liberté, et pour pouvoir établir un État illégal. Donc peut-être qu'effectivement qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater malheureusement que les morts ne suffisent pas, que cette zone de non-droit qui a été décrétée et déclarée par l'entité sioniste, cet État voyou, cet État terroriste ne suffit pas, que les hommes et les femmes et les enfants, pardon, ne suffisent pas non plus, comme si c'était des chiffres et pas plus que des chiffres. Les statistiques aujourd'hui, donc même d'ailleurs pendant les chiffres, on remet en question parce que la source émane du ministère de la Santé de palestinienne. Donc c'est pour vous dire qu'il y a effectivement une espèce de, je dirais, approche malsaine, mais surtout une duplicité qui, encore une fois aujourd'hui, trouve ses limites, puisque là où peut-être il y aura une contrebalance ou une pression supplémentaire qui permettrait de faire bouger les lignes davantage vers des actions et non pas du papotage et du bavardage diplomatique comme nous pouvons y assister, que ce soit au Conseil de sécurité ou même à travers les porte-paroles ou même les chefs d'État occidentaux, c'est bien évidemment l'opinion nationale, c'est bien évidemment la rue du monde, c'est-à-dire les citoyens du monde, y compris les femmes du monde, qui pourraient permettre aujourd'hui par une pression politique, et d'ailleurs nous l'avons vu dans maintes pays et États notamment nordiques, où effectivement les chefs d'État ou les chefs de gouvernement ont été dans le sillage justement de la volonté de leur peuple, à savoir non pas défendre un cessez-le-feu, mais défendre la vie tout simplement.
Très bien, justement, vous parlez de la mobilisation populaire, Monsieur Renissa. Aux côtés de cette mobilisation populaire, vous l'avez dit aussi, il y a des États qui sont en train de changer la donne. Le président américain Joe Biden a ordonné à l'armée américaine d'établir un port à Gaza pour acheminer davantage d'aide humanitaire par la mer. L'Italie appelle à coordonner les aides. La Chine hausse le ton. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les pressions sont en train de se multiplier autour de l'entité sioniste ? Alors, il faut, il me semble-t-il, faire le distinguo entre, vous avez évoqué effectivement les États-Unis et le reste, comme la Chine, comme d'ailleurs même l'Algérie, qui a œuvré pendant des semaines et des mois à faire valoir justement le droit international pour qu'il ne s'arrête plus aux frontières des territoires occupés ou de Gaza. Donc oui, il y a de cela. Il y a une pression effectivement qui est exercée, mais il y a aussi parfois des calculs malsains et sibyllins malheureusement. Quand vous évoquez l'administration Biden, nous ne pouvons pas nous empêcher effectivement de faire un parallèle, une analogie avec effectivement l'intérêt politique surtout, puisque cela ne signifie pas d'ailleurs, puisque les États-Unis a soutenu un cessez-le-feu de 6 semaines, vraisemblablement sans condition, mais cela cache aussi derrière la réception de Gantz dans un élan effectivement de succession caractérisée, mais surtout aussi parce que tout bonnement, Netanyahou et son gouvernement fasciste et nazi sont devenus des persona non grata. Donc l'administration Biden, j'ai envie de vous dire, réfléchit déjà sur le coup d'après, politiquement, diplomatiquement. Oui, effectivement, les États-Unis aussi étaient scellés, puisque même isolés, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure par ce que j'ai qualifié de vétoisation du génocide aujourd'hui, elle a permis effectivement que l'entité sioniste et son armée immorale deviennent une espèce d'État voyou, mais surtout en roue libre vis-à-vis de ce génocide qui se fait encore une fois d'une manière télévisée, audiovisuelle, et qui encore une fois est cautionné et je dirais même appuyé pour des raisons politiques, à savoir défendre la seule démocratie ou la dernière démocratie au Moyen-Orient. Mais les États-Unis, encore une fois, dans une espèce de réajustement stratégique et politique, je dirais, a fait ce volte-face, mais un volte-face tardif, un volte-face qui a coûté des milliers de vies humaines, et notamment les femmes, puisqu'il est question de femmes. Il faut rappeler que plus de 70% du contingent de victimes ou de martyrs, ce sont des femmes et des enfants. Justement, on va revenir sur ce point précis. Mais pour l'heure, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire finalement que la résistance du peuple palestinien a gagné la guerre de l'opinion publique, puisqu'aujourd'hui, face aux puissances occidentales, il y a cette opinion publique qui dit que l'Occident a été complice depuis 75 ans de cette épuration ethnique. Ce n'est plus un secret de polichinelle, c'est devenu une réalité historique. Est-ce que ça, c'est un gain à noter dans l'histoire de la Palestine ? Je pense qu'effectivement, au-delà de l'échec militaire, stratégique, politique, géopolitique de l'entité sioniste et de ses soutiens, vraisemblablement, puisque on sait très bien que l'Occident, vous l'avez dit, a été aveugle et a été dupe par rapport au projet de l'entité sioniste depuis des années, et puis, à travers la colonisation accrue, la colonisation dévergondée, libérée, démocratisée. Et d'ailleurs, à ce propos, pour la première fois dans le gouvernement, ou en tout cas dans le Parlement israélien, il y a un groupe parlementaire qui représente les colons. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un enlisement accru, mais surtout caractérisé et calculé de la part de l'entité sioniste, avec, bien évidemment, sous l'égide de certains États et puissances occidentales. En revanche, effectivement, vous l'avez évoqué, la résistance, aujourd'hui, a vent debout. Et d'ailleurs, c'est sur quoi peut-être avait misé Netanyahou tout au début de sa stratégie, une stratégie d'ailleurs qui a trait plus à de la stratégie fiction qu'une stratégie proprement réfléchie, puisque à ce jour, ni les roquettes n'ont cessé, ni la résistance ne s'est tue, ni d'ailleurs même le peuple palestinien n'a arrêté son soutien indéfectible à sa résistance, puisqu'il sait pertinemment que c'est cette résistance qui lui permettra d'outrepasser cette épreuve, mais surtout aussi d'arriver à ses objectifs à terme, in fine, à savoir l'indépendance de la Palestine. Donc oui, c'est une résistance, c'est une résilience qui a un prix, un lourd tribut effectivement, mais j'ai envie de vous dire que le peuple palestinien, et Razaoui en particulier, a tendance, ou plutôt je dirais, a été bercé, a été biberonné par cette résistance effectivement dans son âme, dans son ADN, qui lui permettrait à terme de rester vent debout et affronter surtout les affres de cette occupation qui n'a que trop duré. Une autre déclaration aveugle ou barbare, comme vous le dites, de l'entité sioniste, son Premier ministre qui affirme vouloir aller ou continuer ses projets d'une offensive terrestre à Rafah.
Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que son armée, d'un côté, va le suivre et de l'autre, on a vu par ailleurs sur les réseaux sociaux des citoyens de l'entité sioniste qui veulent acheminer des aides vers la bande de Gaza qui ont été empêchés par l'armée sioniste et les colons de mener à bien ce projet. Est-ce que finalement, même au sein de l'entité sioniste ou de ceux qui la composent comme société, on ne risque pas d'aller vers un conflit interne, surtout, et vous l'avez rappelé, même au sein du Parlement, de leur Parlement, les disparités sont énormes et les projets de société ne sont pas les mêmes. Remarque très pertinente, effectivement, vous faites bien de le souligner. Pour la première fois peut-être, j'ai envie de vous dire, l'entité sioniste dans sa guerre à Gaza est divisée. Donc, chose que nous n'avons pas vécue par le passé. Certes, le peuple israélien reste derrière son armée, mais aujourd'hui, il y a une espèce de défection, il y a une espèce de même désertion au sein même de cette armée, dite morale, dite professionnelle. Il y a beaucoup de ces enfants et des filles et des garçons, notamment de ce peuple israélien, qui ne se reconnaissent pas dans cette guerre, qui est une guerre d'abord qui a, par sa longueur, a fait tomber des masques, notamment de l'Occident, mais aussi a fait tomber aussi le vrai projet non déclaré de l'entité sioniste, à savoir aujourd'hui ce gouvernement messianique, ce gouvernement religieux et sioniste, contrairement aux autres gouvernements peut-être, où j'ai envie de vous dire, malgré qu'ils avaient un projet colonial et de colonisation, mais ils étaient à moindre mesure peut-être en arrière. Donc aujourd'hui, je pense que la diabolisation effectivement de cette guerre par l'entité sioniste elle-même, à savoir s'entêter à tuer des civils, à tuer des femmes et des enfants innocents, a aussi perdurer ce génocide au sein de Gaza, à faire de Gaza cette zone de non-droit, comme j'ai expliqué, ce no man's land, fait que l'opinion nationale et notamment israélienne lui-même se désolidarise du projet, en tout cas dans lequel ils ne se reconnaissent pas, puisqu'il était question effectivement de défendre peut-être la sécurité d'Israël, mais aucunement peut-être aller au-delà et puis surtout exercer des génocides à ciel ouvert. Donc je pense qu'il y a de cela aussi qui exerce une pression sur le gouvernement israélien, et c'est pourquoi d'ailleurs il est fragilisé, il est aussi lâché. Il y a un désaveu net et précis de la part de l'administration Biden, puisqu'elle sait pertinemment que sans caution populaire, ce gouvernement, en tout cas ses jours, sont comptés, et sa survie ne tient qu'effectivement au maintien de cette guerre. Et c'est pourquoi d'ailleurs Netanyahou procrastine, Netanyahou phagocyte, Netanyahou sabote tout projet de cessez-le-feu. On va passer à un autre volet, justement. Vous avez commencé à parler de cette propagande sioniste qui est de plus en plus offensive et de plus en plus destructive. En ce 8 mars, on ne peut pas s'empêcher de penser à la façon dont l'entité sioniste, son armée, sa propagande et l'ensemble de ses alliés sont en train d'instrumentaliser un sujet qui est très sérieux, qui est la violence sexuelle à l'égard des femmes, en allant justement porter des allégations à l'ONU pour faire pression sur la communauté internationale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a vu cette armée qu'on a qualifiée d'armée la plus morale du monde, comment elle s'est comportée avec les femmes civiles à Gaza et même dans la Cisjordanie occupée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, instrumentaliser les violences sexuelles à l'encontre des femmes est devenu un enjeu géopolitique majeur pour l'entité sioniste? Écoutez, j'ai envie de commencer par le commencement. D'abord, revenons sur cette armée pseudo-morale qui, pour moi, immorale et pour le monde entier. Elle-même souffre, ou en tout cas les femmes qui la composent souffrent d'agressions sexuelles et d'attouchements et même de violences, je dirais, de la part de certains soldats. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, d'abord, le mal est profond, le mal existe déjà au sein même de son armée, au sein même de sa classe politique. Maintenant, sur effectivement le côté de Gaza et cette guerre qui est menée, cette guerre fratricide, mais surtout cette guerre sans pitié à l'encontre, non pas que des résistants, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, la résistance est toujours debout, mais surtout cette guerre vendetta qui finalement ne cible que les innocents et les civils, à savoir à leur tête les enfants et les femmes. J'ai évoqué tout à l'heure le chiffre de plus de 70% du contingent des victimes et des martyrs, ce sont des femmes et des enfants. On évoque un chiffre de plus de 9000 femmes tuées, parfois même de sang-froid. Rappelez-vous de cette histoire de la femme Al-Rachid, qui a été d'ailleurs tuée par un sniper d'une balle dans la tête, qui tenait la main de son enfant dans la rue et qui vraisemblablement, en tout cas, tout tendait à cela, qu'elle ne portait ni arme, ni ne comportait ou consistait d'une menace contre l'entité sioniste. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un génocide, une guerre ciblée, caractérisée
orchestrée contre les civils d'abord, pour encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, accentuer ou je dirais avoir une espèce de recrudescence en matière de pression sur la résistance palestinienne à travers le peuple, puisque le peuple, pour l'entité sioniste, en tout cas dans son approche initiale, qui est complètement à l'opposé, en tout cas parier sur le relâchement, mais surtout aussi la désolidarisation de la population palestinienne. À la fin, aujourd'hui, vous avez vu, malgré les morts, qui courent les rues, malgré aussi un niveau de vie exécrable, hein, puisqu'on peut évoquer, quand on parle de femmes, la femme donne la vie aussi. Donc cette femme qui aujourd'hui, on parle de plus de 60 000 femmes enceintes avec quasiment 5 000 accouchements par mois dans des conditions de la préhistoire, qui relèvent de la préhistoire, avec je dirais des soins appropriés inexistants, avec des conditions dangereuses tant pour la femme que pour le nouveau-né, et même quand elle donne naissance, effectivement, elle souffre de malnutrition, elle souffre de déshydratation. On rappelle que là, justement sur ce point de l'accouchement, le droit de reproduction est un droit qui est défendu par l'ONU, qui est protégé par l'ONU, et qui doit se passer dans des conditions qui sont cadrées par les Nations Unies et l'OMS. Donc là aussi, l'antitétionnisme va à l'encontre des lois internationales. Mais vous savez, moi j'aime le répéter à chaque fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous faisons face aussi, et c'est peut-être ce qui explique le reste, c'est que le Conseil de sécurité a subi un hold-up et le droit international a été kidnappé par l'entité sioniste. Donc il est grand temps de les libérer les deux pour qu'on puisse effectivement, que le droit international soit qui passe au-delà des frontières palestiniennes et que justement, comme vous l'avez évoqué, les droits les plus simples et les plus basiques soient garantis, et notamment pour la femme aujourd'hui palestinienne. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de la femme du 8 mars sans rendre hommage aujourd'hui à la femme palestinienne qui est née dans la résistance, est née au sein même de la résistance nationaliste, au sein même de ce rêve d'établir un État palestinien. Les visages sont nombreux, on peut citer Leila Khaled, Ahad Tamimi ou encore Shirin Abu Akleh et bien d'autres, mais qui portent la question de l'indépendance comme une mère porte son enfant. Elles sont les premières, les femmes sont les premières cibles, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait la remarque, les femmes sont les première cible de l'entité sioniste, que ce soit lors de ce génocide à Gaza ou comme a été tué Shirin Abu Akleh. Peut-on dire finalement que l'épuration ethnique se joue aussi en s'attaquant aux femmes et en tuant les femmes pour qu'elles ne puissent pas donner la vie? Mais surtout dans sa stratégie démoniaque de l'entité sioniste, elle cible d'abord la femme, puisque faut-il rappeler que la femme est le berceau de l'humanité, le berceau de tout. La femme est la base et la fondation pérenne sur laquelle justement la société civile, l'État puise sa force, mais surtout aussi perpétue des générations justement de combattants, des générations de résistants. Donc c'est la femme qui est la clé de voûte effectivement de la résistance palestinienne aujourd'hui. C'est pourquoi, et c'est pas un hasard qu'elle est ciblée aujourd'hui d'une manière caractérisée, orchestrée et calculée de la part de l'entité sioniste. Hein. Donc et puis j'aimerais aussi revenir sur, on a évoqué effectivement les violences, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui croupissent dans des geôles, dans des prisons israéliennes sans même être jugées, et je dirais à l'encontre même du droit international le plus simple, puisque l'entité sioniste a trouvé la parade à savoir des arrestations certes arbitraires, mais surtout qui qualifient en tout cas les arrestations, en tout cas ces femmes, comme des combattantes illégaux, ce qui leur donne justement le droit de les mettre hors cadre de la loi. Donc, une espèce de Guantanamo sioniste qui permet effectivement d'outrepasser tous les droits, mais d'une manière un peu plus, je dirais, dévergondée de la part d'Israël. Elle l'a démontré à travers des images, d'ailleurs, ces personnes nues ou moitié nues dans un froid glacial, mais surtout aussi les femmes qui souffrent de viols et d'attouchements, notamment en prison, mais surtout aussi qui parfois sont exécutées d'une manière aussi arbitraire. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le destin des femmes palestiniennes qui sont emprisonnées? Je rappelle que depuis 75 ans, en moins 10 000 femmes ont été arrêtées avec leurs enfants. En moins, la moitié ont donné la vie au sein même des prisons. Elles sont exécutées. Le port du voile est interdit. Attouchement sexuel et négligence médicale. Et les mots sont encore nombreux. Mais quel est l'enjeu aujourd'hui de cette humiliation? Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de la déshumanisation du Palestinien? Absolument. En tout cas, dans la stratégie de l'entité sioniste, ça c'est un levier très important, à savoir l'humiliation, comme j'expliquais, de la femme, et qui voit l'humiliation
et surtout l'anéantissement de la résistance à terme. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué à juste titre, ces arrestations dont certaines femmes ont grandi, ont donné naissance au sein même des prisons israéliennes sans être jugées à ce jour. Elles ont été malmenées, elles ont été, je dirais, dépourvues de tout besoin, ne serait-ce que de santé ou de besoin ou de traitement, justement pour essayer de les avoir à l'usure avec cette mort lente au sein des geôles israéliennes. Donc, mais encore une fois, je reviens sur le Conseil de sécurité, je reviens sur l'ONU et ses instances. Peut-être que nous sommes en train d'entreapercevoir une lueur d'espoir, à savoir des experts de l'ONU qui ont alerté, et notamment la CPI, la CIG, sur des cas de figure, notamment en matière d'attouchement, en matière de viol au sein des prisons, mais aussi indépendamment de la CIG, le procès que d'ailleurs a tenté l'Afrique du Sud quant au génocide. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres et les faits sont sans équivoque quant à justement je dirais la violation des droits les plus absolus, notamment aux femmes, puisqu'on parle des femmes, mais à l'être humain en règle générale, dans les frontières de Gaza ou dans les frontières palestiniennes. Donc je pense qu'il y a matière, il y a question vraiment à s'interroger aujourd'hui. Est-ce que ce Conseil de sécurité, effectivement, dans cette politique de l'autruche, je dirais, cautionne ad vitam aeternam cette politique de génocide, je dirais, libérée et assumée de la part de l'entité sioniste, ou alors il est temps d'assumer ses responsabilités, il est temps de garantir les droits les plus fondamentaux aux Palestiniens et à cette cause juste qui, encore une fois, n'a que trop duré et qu'il faudra donner toute l'attention qui se doit, mais surtout aussi lui donner les droits qui lui reviennent, tant pour la femme, pour l'enfant aussi, pour avoir cette garantie de sécurité, cette garantie aussi de vivre en paix et surtout sans les bombardements. Nous avons évoqué tout à l'heure les femmes enceintes qui subissent des stress post-traumatiques, des stress, notamment même pour les enfants. Il faut le vivre, effectivement, des bombardements aveugles, je dirais, dans la région et notamment dans laquelle s'entassent plus de 1 700 000 sur 2 400 000. Ce n'est pas, je dirais, une vie facile pour eux, mais encore une fois, aujourd'hui, ils ont démontré, vous l'avez évoqué, à travers la femme, puisque c'est la femme et le pilier fondamental et central et axial, à savoir la résistance de la femme, c'est la résistance globale et entière de la Palestine. Il est connu dans le mouvement féministe d'être un mouvement qui est inclusif et qui veut soutenir l'ensemble des femmes à travers le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on voit clairement l'échec du féminisme occidental ou du féminisme blanc à soutenir les luttes des femmes en Afrique, au Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique, ou en particulier la lutte des femmes palestiniennes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le féminisme occidental refuse ce mouvement décolonial ? Il me semble pertinent aussi de rentrer peut-être dans une espèce d'approche sociétale et faire justement une espèce de radioscopie de ce féminisme. Permettez-moi de rappeler que le féminisme à l'occidental est plus en fait la détestation de l'homme que la quête de l'équité ou de la parité ou de la justice pour la femme. Donc il y a vraiment, je dirais, un point important à évoquer avant même d'aller au-delà. Ensuite, effectivement, le féminisme occidental, parfois aussi, subit, je dirais, la pression politique, puisque, rappelons-le, toutes ces associations, notamment, qui soutiennent le féminisme en Europe ou en Occident, profitent de la manne financière, profitent des subventions des villes et des municipalités et des régions. Donc, elles sont quelque part... et même des lobbies, et même de beaucoup de lobbies sionistes. Absolument, j'y viens justement. Donc, elles sont, je dirais, en corrélation avec la feuille de route qu'on va leur soumettre, et c'est le cas de le dire aujourd'hui. Donc, il y a ce détachement abject de leur part, pendant que parfois, ils se jetteraient corps et âme dans une guerre contre la lutte contre le voile ou contre la pseudo réduction de la femme ou des conditions de la femme dans des pays musulmans, alors qu'aujourd'hui, nous voyons à travers des images, à travers des voix, à travers des témoignages, que la femme est bafouée, que la femme est malmenée, que la femme est assassinée, que la femme est tuée et réduite au silence. Et encore une fois, au vu au su de ce féminisme, encore une fois que j'ai expliqué, qui a trait plus à défendre des intérêts ou des lobbying que justement les droits humains les plus simples. Très bien, merci Monsieur Renissa de nous avoir accompagnés tout au long de ce numéro et merci pour ces éclairages apportés. Merci à vous.
Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News.